Bonsoir à toutes et à tous et merci de nous rejoindre pour la suite de New Hot Soir. Mon invité ce lundi est Lucas Baki. Bonsoir et bienvenue. Oui, bonsoir Charlotte. C'est toujours un plaisir de vous recevoir. Vous êtes journaliste et analyste politique. Au Mali, le gouvernement intérimaire du pays a rejeté un rapport du Bureau des droits de l'homme des Nations Unies sur l'exécution présumée d'au moins 500 personnes par des soldats maliens et des combattants étrangers non identifiés lors d'une opération l'année dernière. Alors je me tourne vers vous, Lucas Baki. Ce rapport indique dans les détails que des soldats maliens et du personnel étranger sont descendus en hélicoptère sur le village de Moura le 27 mars de l'année dernière et ont ouvert le feu sur des habitants en fuite. S'agit-il d'une accusation fausse ou des faits qui se sont réellement produits? Alors, je pense qu'il faut d'abord partir de façon pédagogique. Recourons aux faits. Moura est une localité dans la zone de Mopti, au centre du Mali, qui pendant plus de 10 ans était quasiment inaccessible, ni aux forces maliennes, ni à la force Takuba, ni à la force Barkhane, ni encore à la force de l'aménagement. Pourquoi? Parce qu'il s'agissait précisément de sanctuaires des terroristes qui avaient élu donc domicile dans cette zone et contrôlaient pratiquement toute la localité. D'accord? Lorsque les femmes se sont outillées et ont disposé des moyens d'écoute, en tout cas d'analyse, de suivi, ils ont donc tracé justement ces terroristes-là et c'est avéré que à la date où les femmes sont intervenues à Moura, les terroristes en question avaient prévu une grande réunion. Vous voyez? Et donc, ils les ont tracés et il y a eu une opération aéroportée qui a permis justement de neutraliser plus d'une centaine, sinon presque 200 et quelques terroristes. Et les images ont été dûment montrées avec des motos, etc., etc. Dans la foulée, les médias occidentaux ont commencé à annoncer des cas de violation des droits de l'homme, de massacres éventuels. Vous voyez? Et donc, le gouvernement malien a tout simplement mené une action qui était quand même salutaire et remarquable. Le Premier ministre a convoqué une délégation de Moura pour essayer d'écouter justement les autochtones qui étaient sur les lieux et donc qui puissent porter le témoignage vivant des faits qu'ils ont réellement vécus à Moura. Et je crois que vous avez tous suivi les témoignages qui ont été portés et qui démentaient systématiquement ces allégations de massacres, de violation des droits de l'homme, de viol même des femmes, etc., etc. Cela remonte à presque 1 an déjà. Et donc après, on a vu même le président français, lors de sa tournée, tenir les propos selon lesquels il y aurait eu des exactions contre une communauté malienne et il a parlé des Peuls. Vous comprenez alors que dans un tel contexte, il y a une forme d'acharnement, mais en même temps un complot qui peut véritablement se comprendre à partir de l'instant où le Mali est en guerre, non pas seulement contre les terroristes, mais contre les puissances occidentales qui tirent profit à ce qu'il soit instable, à ce qu'il soit mal gouverné, et donc il tire sur des ficelles, soit à travers les médias, soit par les conflits interethniques, intercommunautaires, etc., etc. Et donc, aujourd'hui, les dirigeants maliens font preuve d'une certaine lucidité et d'élévation d'âme lorsqu'ils disent que le Mali est un pays laïque, composé de plusieurs ethnies, et que toutes ces manœuvres-là visent tout simplement à les distraire et à compromettre justement cette dynamique qui est enclenchée, qui doit aboutir à un référendum aussi fondamental qu'essentiel dans le processus de conduite de la transition qui aboutira précisément aux élections prochaines. Et alors, Lucas Baki, pensez-vous que la France en veut à Bamako d'avoir peut-être poussé à la porte ces soldats? Je crois qu'il y a beaucoup d'éléments qui confortent justement cette conviction que nous avons qu'en réalité, les forces françaises qui ont été contraintes de guerre lasse à partir du Mali n'étaient pas de nature à arranger justement la politique française. Et ça, cela se comprend bien entendu puisque nos pays de l'espace francophone ont toujours été considérés comme une chasse gardée, une propriété privée de la France. Et en tant que tel, vous remarquerez que
tous les moyens sont bons pour toujours maintenir nos pays dans le giron, justement, de cette France-là. Il y a eu même un épisode, vous voyez, même si vous consultez un peu la méthodologie de cette enquête-là, où le communiqué du gouvernement indique clairement que jamais ni la MINUSMA ni la Commission des droits de l'homme n'avaient demandé une autorisation pour utiliser des drones qui permettraient justement de filmer la zone de Moura. C'est clair que personne n'a pu mettre le pied à Moura. Comment il se fait qu'une commission de cette nature, on met un comité d'établissement des faits qui, avec célérité et avec un empressement curieux, finit par sortir un rapport conduit par qui? Par quelqu'un qui, au cours du mois de janvier, avait fait irruption au Conseil de sécurité, une activiste sortie de nulle part, disant qu'elle représentait la société civile malienne et qui parlait donc justement au nom de cette société civile pour accabler, porter des charges curieuses contre les forces armées maliennes. Et dans la foulée, l'ensemble des associations de défense des droits de l'homme au Mali a démenti de façon systématique ces allégations-là, s'est désolidarisé de ces propos et montrant clairement qu'il s'agit là des allégations fallacieuses. C'est ce monsieur-là qui a été finalement décrété persona non grata au Mali, qui a conduit un tel rapport et avec des méthodes assez de voyous qui donnent le sentiment qu'en réalité on tenait à tout prix à charger de façon malsaine, maladroite et même immorale les autorités maliennes. Nous allons en revenir de plus en détail, mais avant, une notion de pédagogie dans la même ordre d'idée que vous aviez évoqué le FOMA en début de l'émission. J'aimerais juste rappeler qu'il s'agit des forces armées maliennes. Oui, alors, les faits dénoncés par l'Organisation des Nations Unies se seraient produits lors d'une opération anti-djihadiste à Moura. La question, c'est sur quoi s'est basé ce rapport? Mais justement, c'est une question qui est très pertinente parce qu'en réalité, je vous ai dit qu'aussitôt après cette opération qui a duré du 27 au 31 mars 2022, le gouvernement malien, en toute bonne foi et de façon naturelle, étant heureux d'avoir justement réussi à démanteler un sanctuaire aussi redoutable, a sorti un communiqué pour rendre compte à sa population, comme à son habitude, de ce qui s'est passé. Et puis, depuis ce temps-là, j'ai vu à plusieurs reprises les délégations du président Assimi Goïta frôler le sol de Moura, aller s'entretenir avec les chefs traditionnels, en tout cas les habitants de cette localité-là, et leur apporter le soutien nécessaire, etc. Alors que, comme je vous ai dit, c'était une localité qui était tout à fait inaccessible, simplement parce que tout le monde était conscient qu'il s'agit là d'un sanctuaire de terroristes. Aujourd'hui, il se trouve que la MINUSMA, en tout cas la Commission des droits de l'homme de la MINUSMA, qui a cru nécessaire de mettre en place un comité d'établissement des faits, a procédé par des méthodes malsaines, sans avoir eu à mettre pied à Moura. Ils disent avoir procédé par des drones, on montre des images fantaisistes. Il y a eu des groupes de personnes également qui ont été interrogés. Voilà, justement, ben, ces gens, voilà, il y a eu le président de l'association malienne des droits de l'homme qui a porté un témoignage assez saisissant et qui fait croire d'ailleurs que ce rapport-là n'est pas autre chose qu'un plagiat pur et simple d'un autre rapport qui avait été sorti en novembre 2022 par la FIDH et qui ne reposait justement sur rien du tout. Voyez-vous? Donc, il y a un besoin d'accuser, d'accabler les autorités maliennes qui ont fauté pour eux d'avoir osé sortir du giron de la France et d'avoir osé dire mais nous voulons désormais assumer notre identité, assumer notre souveraineté, faire en sorte à conduire les affaires des Maliens par des Maliens eux-mêmes. Dans un tel contexte, on comprend aisément qu'on puisse procéder par des méthodes de cette manière-là, sans composer avec l'État malien, sans même composer avec les associations de défense des droits de l'homme. Au Mali, on reste dans des bureaux feutrés, douillets, pour sortir des rapports aussi fantaisistes et curieux, tout simplement parce qu'on a des créneaux de diffusion, de propagation de ces informations-là pour intoxiquer et polluer l'esprit de l'opinion internationale. C'est tout l'esprit. Et puis on comprend clairement. Sinon, quand un président comme Emmanuel Macron soutient qu'il y a des exactions contre une communauté,
notamment les Peuls. C'est sur la base de quoi? Puisque un rapport de cette nature n'était pas encore sorti. Et le gouvernement malien, pour faire bien et montrer toute sa bonne foi, a initié une enquête intérieure. On n'a pas attendu les résultats de cette enquête. On n'a même pas cherché à consulter les autorités maliennes. On n'a pas consulté les associations, des organisations de défense des droits de l'homme qui connaissent mieux le terrain et les réalités maliennes. Et là, on sort un rapport. Mais je crois qu'il faut vraiment qu'on sorte de cette fixation curieuse et fantaisiste liée à la question des droits de l'homme. Je ne crois pas qu'il y ait un peuple, ou en tout cas un peuple de l'Occident, qui puisse être porté tellement empathique, tellement amoureux de nos populations ici, plus que les dirigeants de nos propres pays. Parce que dans nos communautés, le respect de la vie sacrée. Là, il n'y a pas un peuple plus attaché à la vie humaine, plus attaché aux valeurs humaines que les peuples d'Afrique. Vous savez, lorsqu'il y a un deuil dans nos communautés, tout le deuil est porté carrément par la communauté dans son ensemble. Donc c'est pour dire que c'est le son. Le fait que la question des droits de l'homme en Afrique soit toujours portée du doigt. Non, c'est du vent qu'on nous vend tout simplement parce que, et c'est ce que j'étais en train d'évoquer, nous sommes des humains et en tant que tels, nous connaissons très bien les valeurs qui nous unissent, qui permettent notre vivre ensemble. Il faut recourir justement aux méthodes de vie, aux habitudes de vie de nos communautés pour comprendre qu'il n'y a pas mieux que la manière dont nous portons notre civilisation pour être ensemble. Lorsqu'il y a un deuil, le deuil est porté par la communauté dans son ensemble. Lorsqu'il y a une bonne nouvelle, une naissance, etc., vous savez comment ça se fait, on amène des présents, tout le monde est heureux, parce que nous célébrons la vie, parce que nous considérons qu'en tant qu'être humain, c'est la meilleure richesse qu'on puisse avoir. Et en tant que tel, un dirigeant visionnaire, responsable, qui sait où il doit aller, sait qu'il doit forcément composer avec son peuple. Et ce peuple-là, sa mission, c'est de l'épanouir et de veiller à sa vie. Au même moment, nous sommes sur un continent où interviennent parfois des arrestations arbitraires, où des organisations de la société civile, justement, parfois dénoncent des conditions de détention ne respectant pas aussi la question des droits de l'homme. Oui, c'est vrai. On ne peut pas nier ces faits. C'est des faits qui sont reconnus effectivement dans certains pays, dans nos pays. Mais ce n'est pas exclusif à l'Afrique. Vous savez, j'espère que vous avez suivi un peu le président Sarkozy récemment, lorsqu'il avait été entendu par... Voilà. Il a dit que le continent le plus barbare, le plus inhumain, le plus violent reste l'Europe. L'Europe qui, jusqu'au XXIe siècle, au XXe siècle, décime des vies humaines un peu partout dans le monde, juste pour une question d'influence, d'hégémonie. Donc, à partir de l'instant où on reconnaît à l'Europe cette identité-là qui dispose donc des armes, je rappelle tout simplement qu'aucun pays africain, en tout cas à quelques exceptions près, ne fabrique d'armes. Et donc, s'il y a ces genres de violations, je reconnais aussi qu'on a des dirigeants qui ne jouent que par le pouvoir, et qui, lorsqu'ils sont en difficulté avec leur peuple à l'interne, utilisent des méthodes aussi lâches pour brimer leur peuple, violer la vie humaine, etc., etc. Ça, c'est des faits que nous reconnaissons. Ce qui n'est pas attribuable au régime malien, pour la simple raison que le pouvoir malien a eu l'intelligence, la finesse, la lucidité de comprendre qu'en fait, il ne peut aller loin autrement qu'avec son peuple. Et donc, la complicité du peuple est manifeste. Il faut être de mauvaise foi pour ne pas reconnaître à Assimi Goïta et à son équipe une certaine légitimité liée au type de communication qu'il porte vis-à-vis du peuple et aux actions qu'il mène à la tête justement du Mali. Dans ce contexte malien, la méthodologie utilisée par les Nations Unies, sinon la commission d'enquête est mise en cause. Aucune autorisation n'a été obtenue auprès des autorités maliennes pour mener cette enquête. C'est pour ça peut-être que le rapport est rejeté? Non, mais c'est une question de bon sens en fait. Il faut rappeler les méthodes de voyous qui avaient été utilisées déjà par la France, qui avait utilisé un drone au niveau de Gossi, je crois que le communiqué du gouvernement malien l'indique, pour filmer des images des corps qui avaient été prédisposés de façon minutieuse et malicieuse dans le but d'accuser les forces armées maliennes. Qu'est-ce que la procédure normale exige pour pouvoir opérer? La procédure normale qui relève d'ailleurs du bon sens, c'est que lorsque vous voulez
avoir des informations ou produire un rapport sur des faits relatifs à l'exercice d'un pouvoir ou quoi que ce soit, le minimum 1, lorsque vous produisez le rapport, avant même de faire le rapport, vous devez composer avec les gouvernants eux-mêmes. Parce que le principe de la justice, c'est le contradictoire. S'il n'y a pas de contradictoire et de façon unilatérale et clandestine, vous procédez comme ça pour prendre un rapport à la va-vite. C'est parce qu'on sent que vous êtes animé par un esprit funeste de destruction et de déstabilisation du régime. Sinon, le minimum que vous devez faire, avant même de publier le rapport, c'est de le soumettre à l'appréciation des dirigeants qui vont mettre leurs observations et leurs inputs nécessaires. Cela n'a pas été fait. Et donc, vous publiez de façon fallacieuse et vous donnez des recommandations au régime malien, leur demandant, ouvrez une enquête internationale si vous ne voulez pas que, voilà, qu'on tienne pour une finalité le rapport qui vient d'être fait. Or, l'enquête en question est déjà ouverte. Et des témoignages sont déjà portés. Mais lorsque l'aménagement indique qu'il y a eu des rescapés et qui se retrouveraient à Bamako, qui ont été interviewés, etc. Mais si ton papa a fait partie des terroristes et il a été assassiné, toi, tu as échappé, quel est le témoignage que tu vas porter? Autrement que de dire qu'on a massacré des gens. Mais alors, qu'est-ce qui leur donne la garantie que de l'identité, de l'authenticité et de la bonne foi de ces personnes qui sont censées avoir porté les témoignages qui conforteraient cette thèse de massacre à Moura? C'est quand même curieux. Dans ce rapport qui accable les autorités maliennes, il est souligné qu'on a parlé également de combattants étrangers. Oui. Ah non, non, mais vous savez très bien, ils ont fait semblant d'être un peu élégants pour ne pas donner le nom Wagner, puisque c'est leur épouvantail aujourd'hui, au point où des puissances... Pourquoi la présence de Wagner dérange tant l'Occident? Parce que justement, c'est une puissance qui a des armes de combat, qui a du répondant, si vous voulez. Et donc, si vous voyez un pays comme la France qui envisage même de faire voter une loi considérant cette force Wagner comme un mouvement terroriste, vous comprenez combien ils sont terrorisés par la présence de cette force-là en Afrique. Car cela ne tienne. Nous, on n'est pas censé rentrer dans ces combats de leadership, en tout cas de puissance, mais les pays africains recherchent quoi? En tout cas, un pays comme le Mali recherche quoi? Sa stabilité, sa sécurité, son épanouissement, son évolution. Un point, c'est tout. Pendant plus de 10 ans, en tout cas près de 10 ans, la France a déployé plus de 5000 hommes. Elle a en fait déployé d'autres forces européennes sous la coupole de Takuba. L'aménagement a mis plus de 12 à 15 000 hommes au Mali. Le Mali n'a pas connu de sécurité. Au contraire, le fléau du terrorisme se métastasait au point où, lorsque Assimi Goïta est arrivé, il a décidé de prendre le taureau par le cornes et de changer les paradigmes de lutte contre justement les terroristes. Il a cherché un allié. Et on voit précisément les résultats sur le terrain aujourd'hui, mais depuis les actions de Moura et d'autres qui ont été menées de gauche à droite. Est-ce que vous entendez encore parler des actions déterminantes des terroristes? Ce ne sont désormais que des incursions des hommes qui sont désespérés, désemparés, déroutés, désaxés complètement. Et donc ça veut dire que quoi? Tout simplement... De la façon, c'est peut-être pas le cas, puisque le président Ibrahim Traoré dit qu'ils sont en guerre Absolument. avec les groupes terroristes. Mais bien sûr. Ils sont alors encore très actifs sur le... La guerre, oui, mais bien sûr. D'abord, le président Traoré est venu il y a à peine 6 mois. Il a commencé des actions assez remarquables qui montrent qu'en réalité, il faut sortir de ce giron traditionnel où on essaie de nous distraire simplement pour dire, écoutez, nous venons pour lutter contre les terroristes, pour vous aider, etc. Or, en réalité, il y a des complicités manifestes. Mais ceci est d'autant plus vrai que le Mali a porté une plainte quand même auprès du Conseil des Nations Unies, relevant la complicité, en tout cas la bonne intelligence qu'entretenait la France avec les mouvements terroristes. Comment il se fait que dans un tel contexte où on porte une accusation aussi grave, un pays comme la France essaye d'étouffer cette action et qu'on n'a jamais mis un comité d'établissement des faits à cet effet et qu'on vient en marge justement de cette plainte-là
venir accabler les dirigeants maliens sous prétexte qu'ils violeraient les droits de l'homme, qu'ils auraient massacré leur propre peuple, qui sont appelés à protéger, à gouverner, à épanouir. C'est une absurdité et ça, on ne peut pas l'admettre, en tout cas pour des gens qui ont le bon sens. Russe Wagner, Wagner est cité au Burkina Faso, au Mali, au Tchad et même en Centrafrique. Militairement, est-ce que ce groupe est aussi répondant qu'on le présente? Je crois que celui qui a cité Wagner au Burkina Faso, c'était le président ghanéen. Entre-temps, quand il s'est retrouvé devant Joe Biden, il était tellement en transe, tellement dans cette posture de vouloir enchanter, charmer le président de la plus grande puissance du monde, qu'il a fait une affirmation gratuite. Il me semble que son voyage de la semaine dernière au Burkina Faso était pour faire son mea culpa et dire qu'il avait été induit en erreur. Pour l'instant, aucune preuve n'est établie que cette force-là serait au Burkina Faso. Même au Mali, les autorités maliennes ont été très claires. Il s'agit là des forces russes, mais des instructeurs qui viennent justement soutenir les forces armées maliennes et dont les équipements sont essentiellement de la Russie. Ça, c'est le minimum qu'on peut demander. Dans tous les cas, que ce soit Wagner ou une autre force, l'essentiel pour les Maliens, c'est d'obtenir leur sécurité. C'est d'avoir la quiétude de circulation. C'est d'avoir des résultats probants qui leur permettraient justement de mouvoir, de circuler et d'agir pour créer la richesse nationale dont le pays a besoin pour grandir, évoluer et se développer. Plus de 500 morts. 500 personnes exécutées par l'armée, c'est supplétif à Moura en 2022, selon l'ONU. Est-ce que le gouvernement malien est accusé de génocide? C'est ce qu'ils sont en train de dire. Et ça fait rire, tout simplement, parce que pour quiconque suit un peu les actions que mènent les dirigeants maliens, on est d'accord, ils sont venus par... Est-ce qu'il s'agit d'une même communauté? Justement, mais écoutez... Le gouvernement, les dirigeants maliens sont venus par un coup d'État, d'accord, on est d'accord que c'est un procédé qui n'est pas recommandable dans une république. Mais après avoir dit cela, lorsque vous regardez leur style de gouvernance, vous comprenez que c'est des gens qui sont porteurs d'une vision et d'une empathie réelle pour le peuple malien. Leur credo, c'est justement défendre les intérêts du peuple malien. C'est de tenir compte dans leur choix stratégique de ce que le Mali doit compter en premier. Et sa souveraineté n'est pas négociable. Voyez-vous? Et donc, dans un tel contexte, avec de tels dirigeants, il est inconcevable qu'on puisse leur dire qu'ils porteraient un regard méchant sur une tranche de la population. Et donc, alors que le Mali est un pays laïque, qui a une très longue tradition, qui a même semé les graines de la démocratie depuis le XIIIe siècle avec l'Empire mandingue, le traité de Mandé, etc., etc. Et donc, toute cette civilisation-là a généré quand même des descendants aujourd'hui qui veulent renouer avec leur passé. Parce que ce passé-là a connu une entorse, une césure, une blessure grave avec la colonisation et le néocolonialisme qui donne le sentiment qu'en fait, les Africains, et notamment le peuple malien, doivent forcément vivre par procuration. Aujourd'hui, on décide de réfléchir par nous-mêmes et d'agir sur le terrain, quitte à ce qu'on puisse apprécier les résultats au bout de compte. Pourquoi donc cet acharnement inutile qui donnerait le sentiment que les Occidentaux sont tellement empathiques, tellement amoureux des citoyens africains qui luttent pour préserver leur vie, alors que les faits de l'histoire nous montrent clairement que la raison d'être de l'Europe, en tout cas de l'Occident, c'est de déminer la vie en Afrique, de déstabiliser, de créer l'anarchie qui justifierait sa présence et donc la spoliation progressive de nos ressources. Dans son ambition de refonte de l'État malien, le colonel Assimi Goïta a introduit un projet de nouvelle constitution présenté fin février dernier, mais qui ne fait pas l'unanimité. Le principe de laïcité y est contesté par des associations musulmanes qui demandent son retrait pur et simple. Pourquoi justement le principe de laïcité est-il si contesté au Mali ? Vous savez, tout le monde a le droit en tant que citoyen de donner son avis sur les initiatives que prennent les dirigeants. Mais on doit
accepter le principe de la majorité. Si le projet de constitution avec cet aspect de la laïcité cause problème à une frange de la population, mais si elle est minoritaire, je crois que la discipline démocratique voudrait que tout le monde se moule dans la dynamique enclenchée par la majorité. Les Maliens veulent quoi? Quelle que soit ton obédience religieuse, politique, etc., c'est d'avoir la paix nécessaire, d'avoir la sécurité dont tu as besoin pour mener à bien tes activités, contribuer à la création de la richesse nationale et te sentir un citoyen à part entière, libre de ses mouvements, libre de ses opinions, libre de ses actions. Donc, ce projet-là, je crois qu'il va être mis en référendum le 28 juin prochain. C'est donc à partir de là que tout sera tranché et on verra si la majorité est contre la laïcité ou non. Mais à l'état actuel des choses, ce ne sont que des opinions qui sont donc émises et c'est de bon droit parce que chacun est libre dans une république d'expliquer son point de vue. Au même moment, les dirigeants, les leaders religieux au Mali se disent inquiets à ce que ce principe de laïcité constitue un frein aux valeurs fondamentales du Mali. Nous sommes dans un pays à majorité musulmane. Oui, à majorité musulmane, d'accord, mais ça ne veut pas dire qu'il faut exclure les autres. Et donc, si vous êtes à majorité musulmane, vous ne pouvez pas demander qu'on puisse taire, en tout cas éteindre l'existence des autres communautés. Vous voyez, je crois que le besoin d'ouverture d'esprit est un besoin essentiel pour nous les êtres humains. On doit pouvoir accepter l'être humain dans son essence, en tant que créature de Dieu, contribuant tout simplement à notre humanité. Voyez-vous? Et donc, ce sont des considérations qui limitent nos actions et qui d'ailleurs même constitue un vrai frein lorsque on dit regardez la colonisation qui est venue balkaniser nos États où des communautés entières se trouvent fractionnées et vous vous retrouvez, vous êtes de la même communauté mais vous êtes dans un autre pays, dans un pays et d'autres dans un autre pays, alors qu'en réalité c'est l'union, c'est la fusion, c'est la mutualisation des énergies qui permettent d'évoluer. Vous voyez? Donc, je crois que les gens doivent faire des efforts. Je ne suis pas bien placé, en tout cas, pour rentrer dans le fond donc, de ce débat, mais par principe, je considère que l'ouverture d'esprit permet d'accepter n'importe quel citoyen, n'importe quel individu, dès lors qu'il est disponible à contribuer de façon enrichissante à la vie d'une nation. La question de laïcité constitue actuellement un débat au Mali. Pourrait-il compromettre le référendum? Je ne crois pas. De toutes les façons, comme je l'ai dit, je crois que c'est le référendum lui-même qui va finir par trancher. Parce que ça, c'est des faits qui ne sont pas... qui, à mon sens, sont des épiphénomènes. Voyez-vous, parce que l'enjeu pour le Mali aujourd'hui, c'est de s'assurer de l'intégrité de son territoire. Voyez-vous, l'enjeu pour les Maliens, c'est d'avoir l'assurance qu'ils peuvent circuler librement parce qu'ils sont sécurisés par leurs forces armées et un certain nombre de dispositifs qui permettent donc à chaque citoyen de vaquer librement à ses occupations. Qu'est-ce qui est attendu de chaque citoyen dans un pays? Sa contribution à la création de la richesse nationale. Et puis la vie du citoyen n'a de sens que lorsqu'elle est meublée par un certain nombre d'activités qui lui rend fier d'exister et donc de se rendre compte qu'il a un apport dans la vie nationale elle-même. Donc je crois que ce sont les défis majeurs. Le reste des considérations liées à la laïcité, à des obédiences religieuses, à quelques considérations que ce soit, me paraît assez superficiel par rapport aux enjeux fondamentaux, puisque aujourd'hui le Mali fait face à une fronde internationale des puissants qui jouent leur intérêt dans ce milieu-là, et donc les Maliens ne peuvent avoir leur survie qu'à cette condition qu'ils travaillent sur ce fondamental de l'unité, de la cohésion, de la solidarité pour se compléter et donc devenir suffisamment fort. De votre lecture de l'actualité malienne, est-ce que ce référendum aura bel et bien lieu? Mais bien sûr, puisque là, le décret a été pris et le corps électoral est convoqué pour le 28 juin, je crois. Et donc, à partir de cet instant-là, il faut maintenant baliser la voie. C'est d'ailleurs pour ça que les dirigeants maliens estiment que c'est pour démobiliser le peuple malien, le distraire et le détourner de cet objectif essentiel qui permette justement de créer une conscience nationale autour de ce besoin de constitution, autour de cette vision
vision de cette transition qui permettra au bout du compte d'aboutir donc à une élection transparente et claire et qui permettrait justement de doter le Mali des dirigeants souverainement élus. Luc Abaki, pour revenir à ce rapport onusien rejeté par Bamako, quelle peut être la suite des événements selon vous? Les dirigeants maliens ont clairement dit qu'ils ont ouvert une enquête pour espionnage et pour un certain nombre d'éléments qui sont quand même fondés. Parce que si ce n'est pas de l'espionnage, vous ne pouvez pas vous permettre d'utiliser des drones au-dessus d'un territoire qui appartient à un État souverain. C'est ce qui avait été fait donc par la France et qui lui a valu Bamako, justement... parle d'espionnage et d'attente à la sûreté intérieure. Bien sûr. Et donc cette enquête, de l'État. absolument. Donc cette enquête est fondamentale, elle est nécessaire pour clarifier les faits, parce que vous ne pouvez pas. Écoutez, l'amunissement est venu au Mali suite à une autorisation formelle des autorités maliennes. Et donc l'amunissement, ni les institutions en tout cas, diplomatiques, le corps diplomatique qui est donc en exercice au Mali ne saurait agir en dehors de la volonté des dirigeants maliens. Voyez-vous? Et donc, il ne faudrait pas qu'on donne le sentiment qu'on est dans une brousse où on peut cultiver l'anarchie, le désordre, etc. Guillaume Nguefa, diplomate onusien à la tête de la MINUSMA, donc était prié de quitter Bamako. Est-ce que le pays s'isole davantage après justement des embrouilles également avec Paris? On ne peut parler d'isolement d'un pays que lorsqu'il est en déphasage d'abord avec son peuple. Parce que vous savez, le dirigeant, il est là dans un premier temps pour son peuple. Lorsqu'il y a une complicité entre le peuple et les dirigeants, il n'y a aucune force extérieure qui peut les déstabiliser. Je crois que c'est la force première du régime Goïta aujourd'hui. Maintenant, cette manœuvre qui consiste à dire qu'on isolerait le Mali fait rire. Aujourd'hui, nous sommes au Togo, mais nous parlons du Mali. Nous sommes des citoyens togolais qui portons une vision pour nos pays. Et donc ça veut dire que la semence qui a été faite au Mali est en train de prendre corps. Et donc l'opinion en Afrique est en train de s'attacher à la cause du Mali. Parce qu'à travers la cause du Mali, c'est la cause de l'Afrique dans son ensemble qui se joue. Puisque pendant des siècles, nous avons toujours été victimes de ce que dénonce le Mali et des nœuds que les Maliens sont en train de défaire aujourd'hui. Rappelez-vous ce que le ministre togolais des Affaires étrangères a dit il y a 2 jours à Bamako lorsqu'il a été décoré par Assimi Goïta. Il dit que ce qui est vrai pour faire tomber le Mali se rende compte que jusqu'à présent le Mali est debout et que les dirigeants maliens sont en train de faire du Mali une république exemplaire, un modèle inspirant pour l'Afrique parce que la cause que défendent les dirigeants maliens n'est pas la cause malienne, mais c'est une cause africaine. Merci beaucoup, Luc Abaki, d'avoir accepté répondre à nos questions. Je rappelle pour nos téléspectateurs que vous êtes journaliste et analyste politique. Merci à vous également de nous avoir suivis. Nous allons marquer une courte pause pour une nouvelle édition du journal.